Lucie Rondelet a démarré en tant que rédactrice web pour arrondir ses fins de mois, et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné pour elle au point qu'aujourd'hui, elle forme d'autres rédacteurs et elle a créé une plateforme qui les met en contact avec des clients potentiels qui sont chercheurs et demandeurs de rédacteurs web. J'ai invité Lucie aujourd'hui sur l'émission pour lui demander quelles sont les coulisses de la rédaction web, essentiellement combien ça gagne et comment est-ce qu'on trouve ses clients. Je lui ai demandé ce qui marche aujourd'hui dans la rédaction SEO et ce qui ne marche plus, ce qui marchait avant mais qui a changé et comment est-ce qu'elle voit l'évolution de cette compétence dans le futur. On a parlé ensemble de formation et de pédagogie, comment créer des formations qui aident vraiment vos clients, puisque là-dessus, Lucie a une approche toute particulière pour vraiment pouvoir accompagner ses rédacteurs en formation jusqu'au bout, sachant que derrière, elle a un site qui met en contact ses rédacteurs avec des clients potentiels. C'est tout un enjeu pour elle de s'assurer que les gens terminent la formation et la terminent avec un bon niveau. Et finalement, dans la dernière partie de l'émission, on parlera du sujet qui fâche. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes qui sont visibles dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le web? Et je parlerai avec Lucie de son nouveau site qu'elle a lancé pour essayer de remédier à cette question. On essaiera de parler des causes, des raisons et de ce qu'elle voit comme étant une solution potentielle. Avant de rentrer dans le gros de cet épisode, c'est un épisode qui va beaucoup parler de freelance, de comment prospecter, de comment trouver des clients. Si vous êtes vous-même freelance et que vous vous demandez comment est-ce que vous allez pouvoir trouver plus de clients, comment est-ce que vous allez pouvoir vous faire payer mieux, comment est-ce que vous allez pouvoir stabiliser votre revenu sur le temps pour pouvoir vraiment en dépendre sans stresser, sans vous demander d'où va venir votre prochain chèque, j'ai créé une formation gratuite pour vous qui s'appelle « Comment construire une carrière de freelance stable et rentable » et qui vous apprend les systèmes et les processus de base que tout freelance doit avoir en place pour avoir un revenu stable, pour avoir des clients réguliers, pour avoir des projets intéressants et bien payés et pour pouvoir gérer tout ça avec le minimum de stress et le maximum d'intérêt, de plaisir, de rentabilité, de fun et surtout en faire quelque chose qui peut durer et vous laisser prospérer pendant des années. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes freelance, vous êtes dans cette situation, la formation est gratuite. C'est une formation de 7 jours en vidéo. Je vous invite très fortement à aller la demander dans votre boîte mail. Pour ça, il suffit de vous rendre à l'adresse marketingmania.fr/freelance. Donc c'est marketingmania.fr/freelance. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Lucie Rondelet. Salut Lucie et bienvenue sur le podcast. Eh ben, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, donc je suis, aujourd'hui j'ai un blog sur la rédaction web et je forme des rédacteurs web en ligne en e-learning, après avoir suivi la formation de Olivier Roland que tu connais bien, je crois. Ouais. Donc et je vis à 100 de mon blog, depuis que j'ai créé, ce blog et donc la formation qui va avec. Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la rédaction web? Alors la rédaction web, eh ben, je m'y suis intéressée, quand je vivais en Martinique. En fait, j'avais un conjoint, qui avait un salaire assez élevé et moi j'étais au SMIC, j'étais agent de voyage et on avait un rythme de vie, un petit peu trop élevé pour mon salaire et comme on partageait tous les frais, à 100, il fallait que je puisse assurer donc j'ai tapé sur internet, «Comment arrondir ses fins de mois?» et je suis tombée sur un site de radin.com qui expliquait, comment on pouvait, gagner de l'argent sur internet en écrivant, en fait et on était payé au mot. Donc moi qui ai des parents, commerçants, qui ont, bien galéré toute leur vie pour, gérer des stocks, revendre des trucs, se faire des petites marges et tout, je me suis dit: «Mais là, tu as juste besoin de ton cerveau, tu pas trop mauvaise en français, donc tu peux écrire et gagner de l'argent comme ça». Donc j'ai commencé à écrire, sur des plateformes de rédaction et puis ensuite je m'y suis mise à fond quand j'étais en congé maternité et puis après j'ai créé mon entreprise en arrivant ici en Nouvelle-Calédonie puisque je suis actuellement à Nouméa et là ça a décollé, directement. Qu'est-ce qui a fait que ça a décollé? Ce qui a fait que ça a décollé, c'est que, j'ai démarché mes propres clients, très, très vite en fait. Parce qu'avant, J'ai tu qui passais uniquement par les plateformes?
Ouais, je passais uniquement par les plateformes et quand j'ai su qu'on allait quitter la Martinique pour la Nouvelle-Calédonie, c'était l'occasion du coup de démissionner, de tenter, ma chance à ce moment-là. Donc je savais qu'on partait en mai et que, on aménageait en août. Donc je me suis dit: «Voilà, ça te fait 2 3 mois pour, démarcher tes propres clients». Et tenter ta chance, dès que tu arrives, à Nouméa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché des clients pendant 3 mois et dès que j'ai créé mon entreprise et j'ai commencé un petit peu à travailler pour eux en leur disant: «J'ai pas d'entreprise, mais dès que j'aurai un numéro, RIDET», parce qu'ici ça s'appelle SIRET, «dès que j'aurai un numéro, je vous facturerai». Donc du coup, j'ai commencé à travailler, entre mai et août et dès que j'ai créé mon entreprise, je les ai facturés et là, c'est parti. J'avais déjà, tout un portefeuille client dès le début. C'était quoi ton processus pour démarcher ses clients? Mon processus, c'était de je en fait, j'ai très vite compris en ayant mes propres clients sur les plateformes de rédaction, qu'en fait, il y avait des milliers et des milliers de sites qui avaient du mauvais contenu. Donc soit du contenu plein de fautes, soit des fautes d'orthographe, de syntaxe, de style, soit des sites qui manquaient de contenu tout simplement. Et en fait, en naviguant sur internet, je passais un petit peu ma vie sur internet à l'époque et je me rendais compte qu'il y avait énormément de sites, voilà, qui avaient besoin de contenu et que même il y avait plus de sites qui avaient besoin de contenu que de sites bien faits. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, OK, en fait, c'est pas un boulevard que j'ai, enfin, il y a vraiment, une infinité de possibilités». J'ai plus qu'à chercher, des trucs que j'aime et puis écrire pour eux. Et puis donc je suis allée voir, je suis allée dans les mentions légales, j'ai récupéré les contacts et puis je me suis fait comme ça 2 3 jours où j'ai fait que démarcher. Donc, à chaque fois j'envoyais un mail personnalisé pour dire, «Voilà ce que je pense de votre site, enfin avec mon humble avis. Je pense que vous pourriez améliorer ci, ça. Peut-être que si vous faisiez appel à moi, je pourrais faire ci, ça pour votre site». Et hop, j'ai eu, 4 ou 5 clients, stables, enfin fiables et sur le long terme, pratiquement dès le début en faisant comme ça, en fait. Tu te souviens combien de personnes t'avais contacté pour avoir 4 ou 5 clients? Ah, je pense bien, 30 à 50. D'accord. Ça reste un taux de conversion qui est pas mal. Surtout si tu contactes des sites avec qui tu avais pas de connexion préalable. Comment est-ce que tu sélectionnais ces sites? Moi, personnellement, j'ai l'instinct que si tu allais chercher sur internet des sites et tu allais les contacter, la majorité des gens ont pas de budget, pas d'intérêt, pas de connaissances, tu vois? Comment est-ce que tu as identifié les sites qui potentiellement allaient avoir un budget ou allaient avoir un intérêt pour le service? Bah, en fait, dès le début, j'ai compris la puissance du web, dès que j'ai commencé à être rédactrice web parce qu'en fait, je suivais justement les vidéos d'Olivier Roland. Et j'avais compris et je le croyais, il y en a qui n'y croient pas, mais surtout que c'était déjà en 2012-2013, donc c'était moins connu qu'aujourd'hui. Mais moi, j'ai compris que tout ce qu'il disait, c'était vrai. Et donc j'ai compris qu'il y avait des gens qui, avec des sites internet, gagnaient de l'argent, parfois beaucoup d'argent. Donc j'ai ciblé ces personnes-là, en fait. Et comment tu sais qu'un site gagne de l'argent? C'était quoi ton truc de filtrage, par exemple? Est-ce que tu regardais les sites e-commerce, les sites qui avaient déjà des produits en vente? Comment est-ce que tu estimais ce facteur-là? Alors, je regardais soit des sites qui avaient l'air, un peu connus, mais qui avaient du contenu de mauvaise qualité, D'accord. ou alors, j'essayais de trouver des sites, qui étaient monétisés, souvent par le biais de formations en ligne, ou justement de vente, de produits, tout ça. Donc dès que je voyais que c'était un site qui générait du chiffre d'affaires, je me disais: «C'est bon, il aura du chiffre d'affaires, donc il aura peut-être une enveloppe, rédaction pour moi». Et à ton avis, c'était quoi les arguments qui ont fait que ces personnes se sont décidées à travailler avec toi dès le départ? J'ai l'impression qu'en fait, enfin moi, on m'a jamais, demandé de CV en rédaction web depuis que j'ai commencé. On m'a jamais non plus, demandé trop de références. On m'a dit, «Est-ce que vous avez des exemples de textes?» Voilà, c'est à chaque fois, c'est ce qu'on me disait. Donc je donnais des exemples de textes, donc juste des URL en fait et hop, voilà, si mon style plaisait, il m'engageait, tout simplement. Si quelqu'un voulait se lancer en rédaction web, tu dirais qu'il faut avoir combien d'exemples à montrer pour avoir cette crédibilité? Et est-ce qu'il faut que tes exemples aient été publiés sur des sites de clients ou est-ce que ça pourrait être sur ton propre site, par exemple, ou sur Medium?
Alors pour moi, je conseille à mes élèves dans ma formation en e-learning, justement d'essayer de se créer un portfolio très varié, le plus varié possible pour essayer de montrer qu'on est un rédacteur web, caméléon, qu'on est capable de vraiment s'imprégner du site du client et de faire des articles en fonction du message qu'il veut transmettre. Donc, moi, j'essaie de leur dire d'en faire, 10, d'avoir 10 ou 20 URL sur, des thèmes très variés. Si possible, voilà, des sites, d'avocats, de notaires, mais aussi, l'immobilier, après des articles de blog, cuisine, tout ça. Vraiment essayer de varier au max et puis comme ça, bah, quand on démarche un client, on lui montre des exemples soit de très variés, soit, en lui disant: «Bah, voilà, j'ai fait, quelque chose qui est assez proche de votre site et voilà ce que je vous propose». Mais on garde ces URL et on pioche dedans et on les copie-colle quand on fait le démarchage. Pourquoi est-ce que tu conseilles d'être un caméléon et pourquoi pas plutôt essayer de choisir une industrie et de se concentrer à fond dedans? Je conseille de choisir une industrie et de se concentrer dessus, à la fin, en fait. Une fois qu'on est un vrai rédacteur web, SEO, parce que, je vois aujourd'hui dans les commentaires et avec les élèves que j'accompagne, que les élèves qui s'en sortent le mieux, les meilleurs rédacteurs, c'est vraiment ceux qui ont travaillé sur des choses, très difficiles. C'est un peu, comme comme plein de choses, moi qui ai, accouché 2 fois sans péridurale, une fois que tu l'as fait, tu as fait le plus dur, bah, après les douleurs, elles te paraissent, beaucoup moins importantes quand tu te fais mal. C'est un peu pareil en rédaction web, si tu fais des articles super difficiles, très optimisés ou des articles justement, moi j'ai fait des articles sur le droit à l'image, où, j'avais été, en première page du Huffington Post alors que c'était pour, un client à moi. Des articles vraiment difficiles où tu peux passer une journée dessus. Mais une fois que tu as fait tout ce travail où tu sors de ta zone de confort et tu t'obliges vraiment à faire des recherches, à travailler le style, et surtout à trouver des sources très, très fiables et ne pas te tromper, après quand tu reviens dans ta zone de confort, tu écris beaucoup plus vite et peut-être avec un style beaucoup plus spontané parce que tu te dis: «Bon, bah, génial, j'ai bien galéré, maintenant j'ai envie de profiter, de créer, de m'éclater» et c'est là que tu pour moi, que tu deviens encore meilleur. À quel point dans ta carrière, en termes de, je sais pas, de mois ou d'années, est-ce que tu dirais que la personne, a passé cette phase d'adaptation et d'apprentissage initial? Je vais encore prendre l'exemple de ma formation parce que vraiment elle a été réfléchie, de A à Z dans ce sens-là. Pour moi, toutes les formations qui durent moins de 6 mois, en rédaction web par exemple, elles sont, je dirais pas elles sont mauvaises, mais, pour moi c'est pas crédible. Il faut au minimum t'entraîner parce que moi j'ai des exercices à chaque cours et c'est vraiment, des cas pratiques, avec, exercices obligatoires pour passer au cours suivant. Et donc j'estime que, il faut au moins, au minimum, s'entraîner pendant 6 mois avant d'avoir un bon niveau et de rédiger vite. Parce que, avant que je crée, mon blog sur la formation, sur la rédaction web, quand j'allais sur les forums et tout ça, je voyais que des rédacteurs web déchus, qui râlaient, qui disaient qu'ils avaient pas de clients, qu'ils y arrivaient pas, mais en même temps, ils disaient qu'ils rédigeaient entre 100 et 300 mots de l'heure. Moi, j'en rédige en moyenne, quand je suis sur un sujet qui me plaît, 1000 et par exemple pour, écrire ma formation ou sur mon blog, je peux écrire jusqu'à 2000 mots de l'heure. Donc c'est vraiment une gymnastique qu'il faut faire et si on fait pas cette gymnastique et ben, on n'est pas rentable parce que quelqu'un qui écrit 300 mots, ou 500 mots dans une journée et qui le vend à 5 centimes le mot et ben, c'est pas, super rentable alors que si tu arrives à écrire 2 000 3 000 mots, même si tu es à 6 centimes le mot, bah, voilà, ça te fait des bonnes journées à 150-180 € et ça devient beaucoup plus intéressant pour un rédacteur web. C'est quoi le benchmark sur les tarifications? Tu as parlé de 5-6 centimes le mot. Euh, Dans quelle mesure est-ce que ça peut varier? Dans quelle mesure est-ce que certaines personnes peuvent, par exemple, facturer plus cher? Comment ça fonctionne sur la tarification? Alors, c'est très compliqué la tarification en rédaction web parce que, j'ai remarqué que tu as des très, très grosses boîtes. Moi, j'ai travaillé par exemple pour Dime, pour, Accor, qui sont des boîtes qui vont te payer très, très cher, enfin très cher, qui vont te payer du 20 centimes le mot pour des textes pas extraordinaires. Et puis, tu en as d'autres qui, pour, la même chose vont te proposer 4 centimes le mot.
Ça dépend en fait plus du budget de l'entreprise que que du résultat. Après parce que tu en as qui te demandent des choses, ou des textes, très, très exigeants et qui pourtant veulent pas dépasser, 5-6 centimes le mot. Donc pour moi, c'est ça que le rédacteur web doit réussir à faire, c'est qu'il doit réussir lui-même à lancer des hameçons, suffisamment d'hameçons pour pouvoir lui choisir ses clients et définir son prix en fonction de, son rapport, qualité, enfin temps rémunération en fait. Donc c'est plutôt au rédacteur d'essayer de trouver les clients qui vont être, OK pour, le payer tel prix et pour qu'il gagne tant de l'heure. Moi, avant de créer ma formation, je m'étais fixé que je refusais de travailler si je gagnais moins de 40 € de l'heure. Je parle en TTC, hein. Donc à moins de 40 € de l'heure, je testais en fait, les clients qui me passaient des commandes et si je voyais que j'avais passé, voilà plus d'une heure ou enfin bon bref, moins de que je gagnais moins de 40 € de l'heure, je refusais les clients et je pense que tous les rédacteurs web qui sont formés et qui ont terminé, la formation ou quoi devraient, travailler comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on devient rentable et il faut pas, avoir peur de refuser des clients parce qu'en fait des clients, il y en a vraiment à l'infini dans toute la francophonie. Donc, tu parles tout à l'heure d'avoir suffisamment d'hameçons, donc d'avoir suffisamment de deal flow, de gens qui viennent te voir et qui te demandent des devis ou autres. Comment est-ce que tu vas générer ce deal flow-là en dehors de la prospection directe dont on a parlé tout à l'heure? Ça serait quoi les autres méthodes que tu as remarqué qui étaient efficaces? Alors, les autres méthodes que j'ai, remarquées, c'était par exemple, moi j'ai bien marché sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai eu vraiment pas mal de clients là-dessus et après j'avais posté sur, je crois jemepropose.com où j'avais eu pas mal de je sais même plus si ça existe, mais je pense que Malte, marche bien aussi. Et puis après, une fois que tu as, des clients qui sont contents de toi, s'ils n'ont pas l'ambition de te prendre beaucoup d'articles, parce qu'ils veulent souvent te garder pour eux, en fait, une fois qu'ils qu'ils travaillent avec toi, c'est, le bouche à oreille parce que les web entrepreneurs sur les salons et tout ça, ils se connaissent bien et donc ils te conseillent à d'autres, web entrepreneurs et puis ça marche très bien comme ça. C'est qui globalement le client type qui va réserver ce type de service? Est-ce que c'est vraiment des web entrepreneurs un peu indépendants qui ont leur petite boîte? Est-ce que c'est plus des grosses boîtes? Est-ce que c'est plus le profil de la PME qui essaye de se lancer sur le web? Qu'est-ce que tu vois comme étant les grosses demandes actuellement pour un rédac web? Alors la plus grosse demande, celle si le rédacteur veut avoir vraiment des commandes régulières et beaucoup de commandes, c'est simple, il démarche les agences de stratégie digitale. Parce que, Ok. forcément, elles cherchent des rédacteurs tout le temps et des contrats. Donc, généralement, quand tu travailles avec une agence de stratégie digitale, en début de mois, elle t'envoie, elle te dit: «Tu peux me rédiger combien d'articles de 800 mots ce mois-ci?» Alors tu dis 20, 30, 40, 50 et hop, il t'envoie, des commandes, des briefings et puis en plus, il les corrige et tout. Le problème avec les agences de stratégie digitale, c'est que c'est encore une fois des intermédiaires, donc tu gagnes pas, autant que ce que tu pourrais gagner en tant que rédacteur direct. Après, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus, les blogueurs, indépendants, qui font leur petit, business tout seuls, qui me commandent, des rédacteurs, que les autres finalement, que les gros ou parce que, les gros web entrepreneurs, les gros sites passent plutôt par des plateformes parce qu'ils commandent des lots tellement énormes qu'ils peuvent pas travailler avec un rédacteur web. Ils peuvent pas prendre le risque de dépendre d'un seul rédacteur et ils peuvent pas non plus, perdre du temps à, communiquer avec chaque rédacteur. Donc ils passent par une plateforme et ils disent: «Je veux 100, une centaine d'articles sur tel sujet» ou et puis c'est les équipes, par exemple, de Textbroker, Textmaster qui créent les briefings et qui recrutent les rédacteurs, qui relisent et qui renvoient, les articles. Ok. Explique-moi un peu comment fonctionne ta plateforme. Donc, tu as dit que tu prenais pas de pourcentage sur les projets, il n'y a pas de commission. Donc, c'est quoi l'intérêt pour toi de mettre en place une plateforme de mise en relation entre du coup le client final et le rédacteur web? Alors, il y a plusieurs, avantages à ça. Déjà, c'est, le premier, c'est que j'ai vu que les rédacteurs étaient, déçus d'être obligés à chaque fois de passer par des plateformes, avoir des mauvais briefings et de perdre un pourcentage donc la commission, des plateformes. Alors, moi, pour moi, l'intérêt, parce que c'est moi qui finance tout ça et qui m'en occupe,
Mon intérêt, c'est que, eh ben, quand je propose ma formation, je propose à mes rédacteurs à la fin d'apparaître sur la rédac du web et donc mes rédacteurs vont bénéficier de mon réseau et de cette plateforme. Donc pour eux, c'est une valeur ajoutée quand ils suivent ma formation, ils espèrent à la fin apparaître sur la rédac du web en tant qu'auteur premium. Donc finalement, ça apporte de la valeur à ma formation d'avoir cette plateforme et il y a un autre avantage pour moi avec cette plateforme de la rédac du web, c'est que, étant donné que mes rédacteurs, heu, créent eux-mêmes leurs fiches, de présentation et bien, ça me fait gagner énormément de temps parce que jusqu'à présent, j'avais beaucoup trop de clients potentiels qui m'écrivaient sur ma boîte perso pour me demander, des rédacteurs, alors que là, ils vont sur la fiche, ils choisissent leur rédacteur et ils sont directement en relation avec eux, donc ça me fait gagner un temps, précieux. Toute personne qui a fait la formation peut apparaître sur la plateforme? Alors non, enfin oui, à la base, tout le monde peut apparaître sur la plateforme, seulement, j'ai une exigence, c'est que les élèves qui apparaissent sur la rédac du web doivent impérativement avoir suivi tous les cours, avoir fait tous les exercices, avoir suivi leur heure de coaching. Avoir, donc, terminé, tout avant de pouvoir apparaître sur, la rédac du web et ils ont normalement leur certificat de fin de formation avant d'apparaître sur la rédac du web, ouais. Il me semble que la majorité de ton contenu est vraiment dirigé vers les rédacteurs web en eux-mêmes. Du coup, comment est-ce que tu fais pour attirer le volume de clients suffisant sur la plateforme? Donc là, on parle de clients finaux qui vont engager les rédacteurs. Alors, j'ai plusieurs, manières de faire. Déjà, ma chaîne YouTube, parle beaucoup de référencement naturel et il y a pas mal de blogueurs et de web entrepreneurs qui s'intéressent à la rédaction web parce que à la base, ils veulent faire eux-mêmes, la rédaction de leurs articles et donc souvent ils tombent sur mon blog et après ils se rendent compte que je forme des rédacteurs et ils se disent: «Bah, pourquoi pas déléguer finalement, la rédaction d'articles?» Donc déjà, j'ai des gens qui arrivent comme ça sur ma plateforme. Après, ben, j'ai ce super groupe, qui est très puissant de blogueurs, d'Olivier Roland qui ont réussi puisqu'on est un groupe, on a un groupe, avec, lequel on peut dans lequel on peut discuter et donc on échange là-dessus et moi je leur ai proposé de recruter des rédacteurs. Donc j'ai ça et puis, j'ai aussi je suis en train de miser aussi sur le référencement naturel de la rédac du web. Donc là, depuis après à peu près 2 3 semaines, on a mis en place avec, mon assistante, des publications, régulières de contenu optimisé. Donc l'idée, c'est vraiment de développer la rédac du web, de manière naturelle pour obtenir du trafic organique et après, bah, je vais utiliser, les réseaux, enfin ma présence, par exemple, il y a de grandes chances que je sois, invitée au Web to Connect de l'année prochaine. J'aimerais aussi essayer de venir au Web Entrepreneur Day et c'est toutes ces démarches qui vont faire, connaître ma plateforme. Je vais aussi faire une chaîne YouTube, sur cette plateforme pour, expliquer aux gens pourquoi c'est important de déléguer la rédaction d'articles à des rédacteurs web SEO premium. Tu as pas mal parlé du coup de SEO. Euh, Quel pourcentage de la formation que toi t'apportes et puis du travail d'un rédacteur web, c'est vraiment de rédiger bien en beau français et quel pourcentage c'est vraiment de comprendre les techniques SEO pour être placé sur Google? Je dirais que c'est 50-50. Moi, dans ma formation, il y a 7 modules, dont 2 qui sont sur le SEO, sachant qu'en nombre d'heures, le SEO, est peut-être aussi important que le reste. Dans ma formation, finalement, c'est peut-être 50 des cours, même si c'est que 2 modules, parce que les cours sont très longs sur le SEO dans ma formation. Aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable de faire des articles optimisés. J'irais même presque jusqu'à dire que faire des articles non optimisés ne sert à rien. Enfin, en tout cas sur le long terme, faire un article non optimisé, ça veut dire faire un article viral, donc il va y avoir un pic de trafic pendant 2 3 jours et puis c'est terminé ou si quelqu'un partage, un influenceur. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt, sur le long terme. Donc voilà pourquoi j'insiste autant sur le référencement naturel. Depuis que tu as commencé la rédaction web, à quel point est-ce que le SEO, ça a changé en termes des méthodes qui fonctionnent, en termes de ce qu'il faut faire, en termes de ce qu'il faut plus faire? Au début, quand j'ai commencé, on devait intégrer des mots-clés, avec des fautes d'orthographe et les mots vides n'étaient pas pris en compte. Alors c'était catastrophique, il y avait carrément des gens qui créaient une liste de mots-clés, qui les mettaient, en bas de leur, page, principale et qui, mettaient le fond de la même couleur pour,
en essayant de gruger Google comme ça, pour Ça essayer marchait d'intégrer ça? des mots-clés. Oui, ça a marché à une époque. Après, il y a eu des mises à jour, des algorithmes de Google qui ont tout fait, s'écrouler et c'est les sites qui ont fait des bêtises, ont dégringolé dans les résultats. Aujourd'hui, Google, c'est clairement Google essaie de plus en plus de se diriger vers, l'UX, hein, l'expérience utilisateur. Le but de Google, c'est de se rapprocher le plus possible du cerveau humain, ce qui fait que, en fait, depuis que j'ai compris ça, je fais toujours en sorte d'être logique quand j'écris des articles en me disant: «Le but ultime, c'est que ça plaise à l'internaute parce que si ça plaît à l'internaute, ça plaira à Google». Aujourd'hui, Google prend en compte le temps passé sur la page, il prend en compte le pourcentage de taux de rebond, et il prend en compte la fidélité au site. Donc il y a pas uniquement enfin, moi, je travaille principalement sur le contenu rédactionnel, mais aujourd'hui, tout ce qui est, bourrage de mots-clés et tout ça, pour moi, c'est vraiment pas ça, qui va marcher à l'avenir. Si aujourd'hui, ça marche encore peut-être un petit peu pour certains sites, ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, Google va faire des mises à jour qui vont certainement, d'après moi, plomber les sites qui ont fait du bourrage de mots-clés, qui ont utilisé, des méthodes avec Google Keyword Planner et qui ont, fait des calculs très mathématiques parce que l'objectif de Google, c'est de, partager du contenu de qualité, avec les internautes et c'est ça qu'il va mettre en avant au fil du temps. Donc, si tu élimines tout ça, qu'est-ce qui te reste en matière de technique vraiment SEO, en dehors de juste écrire du bon contenu? Qu'est-ce qui continue à marcher? Et en dehors, bien sûr, du link building, etc., qui est du coup au-delà de la rédaction web. Alors, moi, je me concentre principalement sur le title. Donc le title, il faut impérativement qu'il ait, une requête clé ou une requête clé, qu'elle soit longue traîne ou pas et qu'elle n'ait pas dans sa deuxième partie, u une deuxième requête clé qui vient la concurrencer. Par exemple, on voit, trop souvent des gens qui veulent faire par exemple, si je veux ranker sur, comment devenir rédacteur web, il faut pas que je mette comment devenir rédacteur web, 2 points, méthode efficace pour bien écrire. Parce que dans ce cas-là, en fait, Google ne comprend pas si je veux me placer sur, comment devenir rédacteur web ou sur méthode pour bien écrire. Donc, si je mets comment devenir rédacteur web, je vais mettre par exemple, barre verticale, 9 astuces. Tu vois? Donc, Mhm. l'idée déjà, c'est dans le title de pas s'auto-concurrencer, de pas auto-concurrencer, sa requête clé et de la copywriter pour vraiment donner envie, une fois qu'elle sera dans le SERP, de cliquer dessus. Après moi, je suis pro, camel case, hein, donc devenir, D majuscule, rédacteur, R majuscule, web, W majuscule, pour essayer vraiment d'attirer, l'œil, dans le SERP et puis après, bah, je vais Donc, travailler le à SERP, fond juste pour ouais? les gens qui sont pas à fond dessus, c'est Ah ouais, pardon, c'est la page de résultats de Google. donc Search Engine Results Page, probablement. Ok, Exactement, ouais. Et ça marche. donc l'idée, voilà, c'est vraiment de faire un titre qui va donner envie et une fois qu'on est dans l'article, moi, je mise énormément sur l'intro parce que, Google, va se calquer sur, comme je l'ai dit, le regard et le cerveau humain et que fait l'être humain? Il va regarder en priorité l'intro et après il va regarder, je sais pas si tu le fais, on va, scroller un petit peu, que ce soit sur le smartphone ou sur l'ordinateur, l'article pour voir si les sous-titres nous intéressent et si vraiment, en fait, l'article, va nous intéresser parce qu'on est tous, très, très pressés et si on voit que les sous-titres sont pas intéressants ou que le contenu va être vide, on s'attarde pas, on fait retour arrière, on repart. Du coup, ça augmente le taux de rebond et on perd un internaute et voilà. Enfin, le site perd un internaute. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur, pour moi, l'intro, des H2, pertinents qui donnent vraiment envie du coup, de s'attarder sur l'article pour augmenter le temps passé sur la page et diminuer le taux de rebond. Parce que du coup, un lecteur qui a aimé l'article risque de rester sur le site ou d'y revenir. Et puis évidemment, très, très, très important, de répondre au titre dans l'article. Parce que quand tu mets un titre alléchant et qu'à la fin, finalement, quand tu lis l'article, tu as pas du tout les réponses à tes questions, ça sert à rien. Idem pour, les, H2, donc les sous-titres. Il faut pas que derrière, tu annonces un sous-titre et puis qu'après ton paragraphe soit vide. Il y a rien de pire que le blabla
Et ce que je dis toujours à mes élèves, c'est d'éviter le blabla au maximum et d'apporter toujours un maximum de valeur ajoutée dans les textes. Donc valeur ajoutée, bon balisage HTML, donc les sous-titres et très bon title, copyrighté, plus une très bonne intro. C'est intéressant parce que du coup, Google converge vers des méthodes de ranking qui sont assez proches de celles qu'ils utilisent aussi sur YouTube. C'est-à-dire, sur YouTube, c'est vraiment la durée de visionnage qui va être le chiffre prépondérant et avec accessoirement le taux de clic sur la miniature notamment, qui vont être les deux métriques les plus importantes et qui sont en fait des proxys que Google utilise pour essayer de juger l'expérience de l'utilisateur final. Et j'ai l'impression qu'à mesure qu'ils collectent le plus de données, ils essayent de se diriger vers ça sur le ranking sur le web directement. Et justement, s'éloigner un petit peu. Moi, j'avais bossé à l'époque dans une boîte qui faisait du référencement. Et mon job, c'était de soumettre le lien à des annuaires. Genre, toute la journée, ce que je faisais, c'est que je soumettais à des annuaires, quoi. Et c'était vraiment juste une histoire de mots-clés et d'optimisation, de trouver toutes les variantes possibles du mot-clé et de le mettre en titre sur un maximum d'annuaires pour construire des liens. Donc, il y avait un côté très artificiel dans la manière dont on construisait le référencement. Et j'ai l'impression que de plus en plus, ils essayent de trouver ces proxys humains, ou en tout cas ces métriques qui peuvent remplacer ces chiffres-là. Ouais, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans le référencement et c'est vraiment mon approche aujourd'hui. Il y en a encore, hein, énormément, qui travaillent avec ces techniques, très mathématiques de mots-clés, insérer des mots-clés, caser des mots-clés. Mais, je suis pas pour parce que d'une, je pense vraiment que Google va se diriger, enfin, c'est une évidence de plus en plus sur l'expérience utilisateur et la qualité. Et en plus, je trouve que ça nuit à la lecture et que, les personnes qui font ça font des articles où ils réfléchissent beaucoup plus à l'optimisation artificielle qu'à la qualité, de leur article et au confort de lecture. Et pour moi, sur le long terme, ça pourra pas tenir. On va pas, continuer à remplir des data centers avec des contenus pauvres, dans le seul but d'attirer des prospects, sur Google. Ça peut pas durer, ça va enfin voilà. Je voudrais qu'on fasse un petit détour et qu'on parle de ton autre site, ton nouveau site euh, que tu as lancé, Celle qui ose. Est-ce que tu Oui. peux nous en parler un petit peu? Alors, oui, donc que ce soit dans ma formation ou dans ma vie personnelle, en avançant sur le web, j'ai remarqué qu'il y avait qu'il y a un potentiel énorme sur internet. Je pense que notre génération est en train, vraiment de vivre quelque chose d'incroyable et pourtant, quand on est dessus, tout nous paraît évident. Quand on connaît, voilà, toi, Olivier Roland, enfin, il y a plein de noms comme ça, connus dans le monde du web. Tout nous paraît évident et pourtant, dans la vie de tous les jours, quand on parle avec des gens autour de nous qui sont pas dans le monde du web et bien, ils ont du mal à croire que c'est possible. Alors une fois qu'on a réussi et qu'ils voient notre réussite, bah, ils se disent qu'effectivement c'est possible, mais ils ont beaucoup de mal à comprendre et pourtant, pour moi, le web aujourd'hui, c'est un levier énorme. On peut absolument tout faire sur le web et surtout, on peut vraiment vivre de sa passion, quelle qu'elle soit. Je veux dire, si ta spécialité, c'est faire des super crêpes, bretonnes ou d'élever des hamsters, de compète, tu peux tout à fait, créer, un blog là-dessus et toujours, avoir une audience qui va être intéressée par ça, pratiquement. Parce qu'il y a tellement de monde sur internet que, voilà, à partir du moment où tu fais du contenu optimisé, où tu te débrouilles bien, où tu crées un bon écosystème, grâce aux réseaux sociaux et que, tu rencontres les gens qu'il faut, que tu te crées un bon réseau et bah, forcément, tu peux avoir, des milliers et des milliers d'opportunités et tu peux vivre de ta passion grâce à internet, YouTube et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé, Celle qui ose avec, c'est un nouveau site qui est sur le web entrepreneuriat au féminin. Je l'ai créé avec, l'une de mes élèves, origami. Ma formation en rédaction web premium s'appelle origami parce que, comme les pliages japonais, il faut que tu fasses, chaque étape pour obtenir un résultat et si tu loupes une étape, tu pas ton petit, oiseau en papier. Donc c'est une de mes élèves origami que j'ai rencontrée lors d'un coaching, ici à Nouméa elle est en Nouvelle-Calédonie, pour l'instant et donc à cette occasion, on s'est rencontrés et puis on a eu l'idée de ce site et aujourd'hui on s'est associés.
pour aider les femmes à entreprendre, sur internet et donc le but, c'est d'interviewer un maximum de web entrepreneuses et aussi peut-être d'entrepreneuses tout court et puis de parler de toutes les techniques qui existent sur internet, pour, gagner sa vie, en ligne. Alors ça peut aller, de l'infographie, à l'infoprenariat, en passant par le dropshipping, même si je suis pas fan de cette technique, mais voilà, des boutiques e-commerce, pourquoi pas vendre, des chaussettes qu'on a tricotées, enfin, ou, devenir youtubeuse. On va vraiment aborder, tous les aspects du web entrepreneuriat, sur le blog. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir un site qui traite le web entrepreneuriat au féminin? Alors je me suis dirigée, vers ça parce que plus de je crois que 82 de mon audience, est, féminine sur, mon blog formation rédaction web, déjà. Et puis, pour moi, il fallait faire une niche. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont sur ce marché. Au niveau des femmes, je connais Nina Abo, je connais Margot Klein. Après, j'en connais pas beaucoup d'autres. Bon, faut dire que je suis pas mal occupée, j'ai plus trop le temps de juste, naviguer. Mais pour moi, c'est, surreprésenté par, les hommes et du coup, j'avais vraiment envie qu'on ait un espace à nous, d'autant plus qu'on n'a pas forcément les mêmes, préoccupations, que les hommes. Je vois par exemple, Olivier Roland à chaque fois dans toutes ses interviews, il dit qu'on peut vivre, où on veut grâce au web entrepreneuriat, qu'on peut voyager, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça. C'est vrai, mais moi, j'ai 2 enfants de 18 mois et 4 ans et aujourd'hui, je fais pas ce que je veux. D'ailleurs, je suis en train de me séparer, j'essaie de rentrer en France, je n'y arrive pas. J'ai rendez-vous au tribunal mardi, mais du coup, tu fais pas ce que tu veux une fois que tu as une famille et donc j'aimerais, prendre en compte tous les aspects de la vie de femme, sur mon site qui sont, trop souvent, zappés par les hommes qui parlent de web entrepreneuriat. C'est intéressant parce que moi, c'est une réflexion que j'ai souvent. J'ai été regardé avant la conversation qu'on est en train d'avoir sur YouTube parce que je voulais regarder le chiffre mis à jour. L'audience de ma chaîne YouTube était significative, tu vois, c'est quand même des centaines de milliers de personnes qui vont la regarder dans les 30 derniers jours. C'est 88% masculin. Euh, alors que pourtant, je parle de sujets qui, a priori, pourraient intéresser tout le monde, tu vois. Mais manifestement, la manière dont je l'aborde, la manière dont j'en parle, intéresse une majorité d'hommes. Et je ne sais pas trop comment analyser ça ou comment mettre le doigt dessus ou ce que ça veut dire, tu vois. Parce que clairement, l'intérêt des gens, il y a peut-être un peu plus d'hommes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat web, mais il n'y a pas d'indication claire que c'est le cas. Donc, sur la base de personnes potentielles que je pourrais toucher, ça devrait être plus ou moins équilibré. Mais dans la pratique, sur YouTube, et je fais assez confiance à ces chiffres-là puisque c'est Google, ça a l'air ultra masculin. Euh, Toi, qu'est-ce que tu vois comme étant les... Voilà, tu lances ce nouveau site sur un marché où quand même gagner sa vie sur le web, il y a énormément de monde. Qu'est-ce que tu vois comme étant les manières différentes dont tu peux communiquer ou en dehors justement du problème dont tu as parlé, que les problématiques sont différentes dans la vie d'une femme, par exemple, notamment si tu as des enfants. Quelles sont les différentes manières où tu vois que peut-être que le discours actuel dominant dans le marché, qui se retrouve un peu partout, comment est-ce que toi tu peux l'améliorer sur cette niche pour mieux toucher cette audience-là? Alors, je me suis rendu compte que, ce qui me plaît dans le web entrepreneuriat, c'est pas uniquement de bosser, sur, internet, c'est vraiment l'accompagnement. J'adore échanger, avec mon audience et d'ailleurs je propose aussi des séances de coaching, pour les blogueurs où, pendant, minimum 1 heure, on discute sur Skype, on fait des partages d'écran, je regarde leur site, je les conseille pour, le contenu rédactionnel et tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment ça qui me plaît le plus, c'est les séances de coaching, c'est les rencontres avec mon audience. Donc, avec ce site Celle qui ose, mon but, c'est vraiment déjà de rentrer en France et après de proposer des séminaires, physiques, sur plusieurs jours avec plusieurs femmes et d'utiliser donc les rencontres et la puissance du réseau, la puissance du groupe pour, réussir à sortir du lot. Parce que si tu prends, 10-20 personnes qui travaillent ensemble dans un séminaire pendant plusieurs jours,
un peu coupé du monde, où tu fais du développement personnel un petit peu le soir et où surtout toute la journée tu réfléchis ensemble avec, à une stratégie et que chacune crée son blog ou son support, en ligne et que, tout le groupe se fait des liens, se fait de la pub mutuellement et tout. C'est comme ça vraiment que tu peux faire décoller, beaucoup plus rapidement un business, surtout si en plus tu as des compétences en rédaction web SEO et que, tu travailles à la fois ton trafic organique, à la fois ton écosystème et à la fois ton réseau. Donc c'est ça que je compte créer avec, Celle qui ose. C'est vraiment, parler d'un voilà, un accompagnement sur mesure et développer le réseau, mettre en relation toutes ces femmes, grâce à créer une communauté, en fait. Hmm. Ça te demande du coup quand même de lancer une offre complètement différente. Et à quoi ressemble aujourd'hui ton équipe pour pouvoir gérer tout ça en parallèle? Alors, je aujourd'hui, j'ai, un webmaster, j'ai une assistante, qui fait, bah, pratiquement enfin un peu tout, du montage, montage vidéo, Pinterest, Instagram, tout ça, c'est pas moi qui gère. Et puis c'est elle aussi qui va mettre en relation, enfin, les clients, la rédac du web et tout. Et puis j'ai une autre assistante qui gère, mes élèves sur ma formation pour m'aider dans les corrections. Heu et après j'ai un webmaster et j'engage beaucoup de mes rédacteurs, de mes élèves pour, rédiger mes articles sur les 3 sites, la rédac du web, Celle qui ose et formation rédaction web. Aujourd'hui, clairement, les journées ne sont pas assez longues et je dois avoir, 500 mails dans ma boîte à traiter. Je j'arrive pas, mais c'est pas forcément, parce que j'ai trop de choses à faire. C'est juste qu'en ce moment, j'ai des problèmes perso à gérer qui sont très, très, très chronophages, rendez-vous avec les avocats et tout. S'il y en a qui connaissent, c'est très long. Tu délègues pas les emails? Les emails, si, mes 2 assistantes, filtrent j'ai 5 boîtes, elles en filtrent, 3 et même comme ça, c'est trop chaud, quoi. Parce qu'en fait, je veux absolument répondre, à certains mails, notamment quand on s'adresse à moi, comme, il y a beaucoup de personnes qui découvrent mon site, ma chaîne YouTube et qui, du coup, comme ils aiment écrire, bah, ils m'écrivent, des très longs mails pour me raconter leur vie et tout ça Hmm. et j'ai envie, j'ai envie de leur répondre, j'ai envie de les lire, j'ai envie de m'intéresser à eux, sincèrement, parce que je suis curieuse et parce que ça me fait plaisir, parce que sans eux, je serais rien. Donc je prends, ce temps-là. Alors je mets de plus en plus de temps à répondre. Au début, je mettais moins de 24 heures, aujourd'hui, je peux mettre 2 mois, mais en tout cas, je prends ce temps-là pour mon audience, ouais. Tu te sens obligé de le faire? Moi, c'est un peu un truc que j'ai, c'est-à-dire que je suis obligé d'avoir des gens qui me protègent d'un certain nombre de requêtes, parce que sinon, je me sens mal de ne pas répondre aux gens ou de refuser des demandes. Donc, j'ai des gens qui reçoivent les mails à ma place et qui me les montrent même pas. C'est aussi le cas d'ailleurs pour les commentaires négatifs. J'ai besoin d'avoir des gens qui me protègent des commentaires négatifs. Pas parce que ça me perturbe, mais parce que ça m'énerve. Je suis obligé de répondre après. Si je vois un commentaire négatif et que j'y réponds pas, genre 2 heures plus tard, je vais y repenser. Je vais, mais quel con ce mec, j'aurais dû lui dire ça et tout. Et donc, du coup, je réponds à tous les trucs négatifs. Juste, tu vois, par réflexe, parce qu'une fois que j'y ai répondu, ça me sort complètement de la tête et j'y repense plus jamais. Versus, je sais que si j'y réponds pas, ça me tourne dans la tête. Et du coup, pour me protéger de ma propre psychologie, j'ai dû mettre des filtres en place. Donc, si je reviens juste sur la question d'origine, tu sens cette culpabilité, ce sens d'obligation de répondre à tout le monde, ou c'est vraiment parce que tu as le plaisir de le faire? Ouais, je pense que c'est les 2. Alors j'ai énormément de chance, je sais pas, j'ai une audience, très, haut de enfin, je sais pas comment dire, c'est pas haut de gamme, j'ai une audience très éduquée, très, je l'ai vu dans Google Analytics, et du coup, je pense que enfin, j'ai très, 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 très peu de commentaires négatifs. Alors je croise les doigts pour que ça dure, mais en 1 an et demi, j'ai dû recevoir 2 mails pas sympas. Voilà, depuis le début, pourtant j'ai pas mis de filtre. Donc ça, c'est pas un problème pour moi, voilà. Par contre, au niveau de la culpabilité, ouais, c'est vrai que quand j'ai des gens qui m'écrivent,
en me disant, «J'ai eu un accident, je suis en fauteuil, tu m'as donné, redonné, le goût à la vie parce que maintenant je peux me lancer dans la rédaction alors que j'avais plus d'espoir et tout». Oui, je me vois mal, ne pas lui répondre à cette personne, tu vois? Enfin, j'ai donné un exemple fictif, hein, mais j'ai des mails qui ressemblent à ça. Et en plus, je sais que dans mes élèves, j'ai des personnes qui, sont bloquées, chez elles et qui ont réussi à devenir, rédactrices web, grâce à ma formation. Donc forcément, je les encourage et non, je peux pas laisser, ouais, c'est un mélange de culpabilité et d'envie. Si j'avais moins de messages, ce serait juste l'envie, mais là, vu le nombre de messages que j'ai, c'est aussi de la culpabilité parce que je perds du temps et parce que je peux pas non plus, enfin, c'est dur, quoi, de répondre à tous les mails. Ouais. Bah, surtout quand tu veux vraiment répondre à la problématique de la personne, quoi. Parce qu'il faut vraiment le personnaliser, il faut lire, il faut comprendre, il faut un peu réfléchir à ce qu'on est en train de te dire pour pouvoir faire une réponse. C'est pas évident. Moi, j'essaie de le faire pendant très longtemps. Maintenant, j'ai perdu la main sur tous les messages de gens qui suivent juste la chaîne, etc. J'arrive plus à tout suivre. Donc là, on est extrêmement rigoureux. Je réponds à 100% des messages, notamment sur le forum privé, etc. Mais du coup, ça revient à cette histoire de filtre, quoi. J'ai utilisé maintenant le fait de rejoindre une formation comme étant un filtre. Et une fois que les gens ont passé ce filtre, ils ont beaucoup d'accès à moi. Et du coup, avant de l'avoir passé, l'accès est assez limité. Euh, Juste pour protéger un peu mon espace mental, quoi. Mais oui, enfin oui, en même temps, tu as 170 fois plus d'abonnés que moi sur YouTube. Donc, Hmm. quand je vois, moi, le nombre de messages que je reçois, Ouais, j'ose même pas imaginer ce que tu reçois. Mais effectivement, moi, mes élèves, je suis beaucoup plus accessible pour mes élèves. J'essaie de leur répondre le plus rapidement possible, de corriger leurs exercices et tout. Mais pour te donner un exemple, là, mes derniers élèves origami, ils m'ont mis 1 220 commentaires alors qu'ils ont commencé la formation le 15 septembre et je réponds à chaque donc commentaire si je le peux. ça fait 2 mois pour donner une idée aux gens. Là, on est le 16 novembre, moi on enregistre. Donc tu as eu 1200 commentaires en 2 mois, ça fait 40 par jour. Tu n'aurais peut-être pas dû faire ce calcul avant. 20, C'est 20 par ouais, jour. je 20 fois 3, ouais, C'est 20 600 par et jour. fois 2, ouais. Ouais, ça fait 20 commentaires par jour, mais c'est des exercices et tout ça puisque je leur corrige. Ouais, c'est vraiment chaud à gérer en ce moment, en tout cas, ouais. Hmm. Ouais. J'ai recruté quelqu'un à plein temps pour faire, pour s'occuper des clients, etc. Et surtout, notamment, j'ai remarqué que il y a aussi une idée d'espace mental. Tu vois, moi, je peux répondre à une question bien précise de quelqu'un et je réponds à toutes les questions et je suis assez rapide. Par contre, parfois, je me souviens plus, tu vois. Et il y a beaucoup de clients, je sais qui ils sont, mais parfois, si ça dure assez longtemps, je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit à quelqu'un et j'ai pas le contexte entier. Et j'ai remarqué que le fait d'avoir quelqu'un qui est vraiment focus là-dessus, ça aide à savoir exactement quel est le contexte de la personne et d'avoir. Enfin, après, c'est vrai que tout dépend du nombre de personnes que tu as à suivre, mais ouais, c'est un enjeu, quoi. Euh, je voulais te parler pour terminer sur cette partie-là, de l'aspect pédagogie, notamment parce que tu t'impliques pas mal dans la réussite des gens, tu réponds à beaucoup de questions, tu as ensuite l'espace de matchmaking, donc la plateforme où les gens peuvent trouver des clients. C'est quoi ton approche de la pédagogie dans la formation en ligne pour t'assurer que les gens vont vraiment suivre la formation, qu'ils vont en tirer le maximum de valeur et qu'ils vont en ressortir avec toutes les connaissances qu'ils ont pu avoir? Comment est-ce que tu abordes ça qui est peut-être un peu différent de ce que d'autres personnes font? Alors, j'ai eu énormément de retours, auxquels je m'attendais pas quand j'ai créé ma formation, de personnes qui la suivaient, qui me disaient: «C'est très pédagogique, je comprends tout» et j'ai eu beaucoup de mails, de ce type et j'étais la première re étonnée. Mais en fait, j'ai fait une formation de FLE, français langue étrangère et quand j'étais plus jeune, à 20 ans, je suis partie habiter à Tokyo et j'étais devenue, prof de français. Ce qui fait que j'ai appris la pédagogie très jeune et puis ensuite après, quand je suis allée vivre en Guyane, j'ai suivi, donc cette formation pour devenir, prof de français, pour les étrangers et ça fait que finalement, il y a toujours eu la pédagogie, dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et je pense que j'essaie vraiment de construire, mes cours, de manière très pédagogique. Je fais toujours un plan avant, soit dans ma tête, soit, enfin j'écris mes cours
et je fais en sorte que ce soit le plus clair possible. Après je le relis, j'essaie vraiment de me dire: «Tu es débutante, tu ne comprends rien, tu ne connais rien, quelles questions tu aurais? Est-ce que j'ai bien répondu à tout?» Et il y avait, je ne sais plus qui, Laurent Breillat, je crois, qui a d'ailleurs a créé une formation sur la pédagogie, qui disait: «Adressez-vous toujours à un enfant de 6 ans quand vous écrivez un article». Et c'est pas faux, en fait. À chaque fois qu'on parle de quelque chose, il faut expliquer, de quoi on parle et pas laisser, des informations comme je l'ai fait tout à l'heure avec le SERP, où tu balances, un terme ou une référence que personne connaît et puis tu l'expliques pas, voilà. Donc il faut vraiment procéder par étapes, et essayer de partir de la base et expliquer et rentrer de plus en plus dans les détails au fil de la formation. C'est quoi le rôle des exercices dans la formation? Ça permet, il y a plusieurs choses dans les exercices. Déjà, ça oblige, mes élèves à, pratiquer parce que c'est bien joli de je ne crois pas en la théorie. Pour moi, il faut pratiquer, pratiquer, mais en rédaction web, c'est encore plus vrai. Si tu écris pas, tu pas de résultat. Donc, les exercices, par exemple, je vais leur demander, de, synthétiser un article, de reformuler une actu en la synthétisant, en l'expliquant, voilà, de résumer un livre, de faire, ça à chaque fois en tant de mots, d'insérer les balises, d'écrire un article optimisé en se basant sur tel mot-clé. À chaque fois, ils ont des exercices comme ça qui vont leur permettre, voilà, d'entraîner leur cerveau et pendant 6 mois, s'ils suivent vraiment la formation en mode origami, ils ont été obligés de passer par toutes les étapes par lesquelles moi je suis passée en tant qu'autodidacte en rédaction web. Et finalement, j'essaie de recréer en miniature, mon parcours de rédactrice web, de le faire, voilà. Donc comme j'estime que c'est toutes ces étapes qui m'ont permis aujourd'hui de rédiger vite, d'être pédagogue et de réussir à synthétiser et tout ça, c'est ce que j'essaie d'enseigner dans ma formation avec tous ces exercices. Et ils me servent à quelque chose d'autre qui est très intéressant pour moi, c'est que, ça me permet de vérifier qu'ils ont bien suivi la formation en mode origami, qu'ils ont bien fait tous les exercices et ça me permet aussi de les évaluer à la fin de, la formation. Ça me permet aussi, par exemple, quand il y en a qui me, prennent leur séance de coaching parce qu'ils ont tous du coaching en plus de la formation e-learning, ça me permet d'aller jeter un œil un petit peu sur, leur niveau et après d'utiliser leurs exercices pour, discuter pendant l'heure de coaching. Donc, tu corriges chaque exercice de chaque client individuellement? Dans ma formation premium, oui, pas dans l'autre. D'accord. Donc, comment est-ce que tu fais pour récupérer les exercices, pour donner la correction, sans que ça te prenne trop de temps? C'est très long, je suis pas dans un mode de fonctionnement où, je veux travailler le moins Ok, je vais possible. reformuler la question. Techniquement, quel outil tu utilises pour gérer ça? C'est vraiment la question que je me Learnybox. posais. Ouais, c'est Learnybox. Learnybox, donc je leur demande de mettre en commentaire, leur exercice et moi je D'accord. commente le commentaire. Ouais. Ok. Ok, donc c'est ça. Ok, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai dernièrement, notamment parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui vont me demander du feedback, soit sur des pages de capture, soit souvent sur des pages de vente. Et donc, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire des vidéos individuelles. En fait, j'ai remarqué que c'était plus rapide au final de faire une vidéo que de. Et je peux noter plus de détails et je peux vraiment montrer aux gens, OK, dans ta page, là, ce paragraphe, il fonctionne pas parce que telle ou telle raison et tu devras aller voir ça dans la formation. Donc, récemment, j'ai commencé à très, très souvent lancer mon micro pendant que je suis en train de faire des retours. Et au final, je sais pas pourquoi, mais j'y pensais pas avant, tu vois. Avant, j'allais écrire vraiment 500 mots de retour en texte. Et je pense qu'au final, mon retour était peut-être un peu moins nuancé, un peu moins détaillé. Et surtout, ça peut être compliqué de faire référence à un élément spécifique du travail de la personne. Alors que si j'ai la page, je suis en train de filmer mon écran et je suis en train de le commenter, bah, je surligne et je fais OK, là, tu vois, ça fonctionne pas. Ou alors là, il te faudrait tel élément, etc. Euh, et après, ça dépend de l'outil que tu utilises, mais j'utilise un outil qui s'appelle Snagit, qui est pas mal en ce moment et qui permet directement d'exporter ça sur une plateforme de vidéo. Donc, en fait, en quelques clics, maintenant, je suis capable de faire un retour vidéo à quelqu'un. Je suis assez content de ce nouveau mode de fonctionnement. Et après, je sais pas, toi, la vitesse à laquelle tu écris, mais moi, ça m'a fait gagner pas mal de temps et surtout, ça m'a fait gagner en nuances dans ce que je suis capable de faire en matière de retour sur les gens. Surtout sur un truc comme une page de vente, tu vois, parce que vraiment, commenter une page de vente entière en texte,
c'est compliqué de donner aux gens un sens de la progression, alors que là, tu es sur le capture d'écran, tu remontes, tu redescends, tu dis OK ça, et ensuite tu vas voir ça, et c'est assez cool. Et l'outil là-dessus, ouais, Snagit, c'est bien. Il y en a aussi un autre qui s'appelle Camtasia, qui est fait par la même boîte, qui est un peu équivalent. Et il y a aussi pour les gens qui veulent pas payer, parce que c'est des outils qui sont gratuits, il y a un outil qui s'appelle Loom, Loom, qui est un plugin Chrome, qui est gratuit et qui fait aussi de la capture d'écran et qui fait essentiellement le même job. Ouais, j'utilise pas mal le MP3 pour faire des retours, à mes élèves et ça arrive qu'il y en ait, par exemple, sur un résumé de livre où c'est très long, je leur demande de 1000 mots, donc si le résumé de livre, dans le résumé, je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs, dans ce cas-là, je leur dis, bah, «Prends rendez-vous avec moi pour une séance de coaching» et là, je les vois pendant 20 minutes, une demi-heure et je leur explique, vite fait, ça me fait gagner énormément de temps. Hmm. Et pour tout ce qui est coaching, tu utilises quoi? Tu utilises un truc comme Calendly? Moi, je suis sur, Skype. Je suis sur Skype et voilà, j'enregistre pas les vidéos parce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, la connexion est très mauvaise. C'est pour ça que là, je suis chez une amie, il y a même pas la fibre et si je devais uploader des vidéos, déjà qu'un MP3 de 20 MO, ça me prend un quart d'heure, Ok, ouais. ouais. Et pour la prise de rendez-vous, tu utilises un outil particulier pour gérer les prises de rendez-vous? Et j'utilise, You Can Book Me. Ouais, moi aussi, ouais. C'est bien. Ouais, Euh, ouais, c'est bien. ouais, donc ça permet de donner aux gens un lien, ils peuvent voir ton calendrier, tes dispo. Une fois qu'ils prennent un rendez-vous, ça l'ajoute directement à ton calendrier Google. Tu peux même gérer les rappels, etc. avec. Je Ouais. conseille fortement à tous les gens qui sont soit en coaching, soit en freelance. Ça fait gagner un temps monstre. Je sais pas si tu te souviens, avant, moi, j'avais pendant un moment bossé. Je me souviens, une des tâches les plus compliquées que j'avais fait, c'est j'avais des patrons qui allaient à une conférence et j'étais stagiaire et je devais organiser tous leurs rendez-vous. Je crois que j'ai passé 3 semaines à faire juste des allers-retours par email, quoi. Vous êtes disponible le 15 à 13h30. Ah non, ok, on est disponible à 14h15. Ah, mais à 14h15, j'ai un autre rendez-vous et tout. C'était l'enfer. Et en fait, il y avait une solution technique simple, quoi. C'était d'avoir un You Can Book Me ou un Calendly. Enfin, je sais pas si à l'époque ça existait, mais c'est incroyable comment un petit outil peut faire gagner des heures et des heures d'aller-retour. Et ça gère notamment le décalage horaire, ce qui doit être assez précieux pour Voilà, toi. c'est ce que j'allais te dire, ouais. Ça, c'est le côté sympa, en plus. C'est l'histoire du décalage horaire, ouais. Donc ça affiche les heures dans la zone horaire de la personne qui est en train de le regarder. Et ensuite, ça te crée une invitation Google Calendar où tu es sûr que tout le monde a eu la même heure, quoi, quels que soient les décalages Ouais. horaires. C'est assez dingue. Euh, pour terminer, Lucie, j'ai 3 questions que je pose à tout le monde. La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Lance-toi sur internet tout de suite. Ouais. Tu t'es lancé à quel moment au final? Je me suis lancée vraiment, vraiment en 2014-2015 Hmm. et avec mon blog, je l'ai créé, il y a à peine un an et demi et ma première formation, je l'ai lancée en février, donc c'est tout récent, en fait mais j'ai déjà 220, élèves, et tout est allé très, 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 très vite pour moi. Après, en même temps, je sais pas si je me donnerais un conseil, à moi de 20 ans puisque finalement c'est l'histoire de ma vie qui a fait que j'en suis arrivée là et que si j'avais pas eu toutes ces expériences, ben, j'aurais pas fait ça donc voilà, le seul conseil que j'aurais fait, c'était ouais, c'est pas professionnel. Hmm. Deuxième question, est-ce que il y a un livre que tu recommandes souvent? Heu, écoute, non. J'ai je lis, là, ce qui va intéresser ton audience, c'est tes auditeurs, c'est, des livres de business et moi, ce que j'adore, c'est les livres, c'est les romans historiques. Donc du coup, je pense pas que ça intéresse grand monde, Si, si, c'est qui intéressant. t'écoute. Il y en a un en particulier qui t'a marqué ou que tu recommanderais à quelqu'un qui est intéressé par le domaine ou qui connaît pas bien le domaine mais qui aurait envie de lire un premier roman historique? Ouais, ben j'ai écou j'ai j'en parle souvent.
Voilà, c'est les signes, sauvages, les signes sauvages de Jun Chang, je crois et c'est 4 générations, sous Mao. Donc on voit avant, pendant et après et en fait, pour moi, c'est très intéressant parce que ça c'est quelque chose qui montre, finalement que, quels que soient les idéaux et même si tu veux bien faire à la base, il y a toujours, l'être humain, veut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin et finalement, quand on va trop loin, enfin, c'est comme l'histoire d'Icare, on se brûle les ailes, on retombe et il faut toujours, rester dans, peut-être les réalités, la modestie et puis surtout ne pas se faire influencer par les autres. Enfin, bon, voilà ce qu'on peut en retenir en tant que web entrepreneur mais moi, j'adore l'époque de Mao parce que je trouve qu'elle en dit très long sur, voilà, regarde dans le passé, tu comprendras l'avenir et l'époque de Mao, on comprend énormément de choses, c'est une période que je sur laquelle j'aime bien me renseigner. Bon, voilà, ça a pas de rapport avec le reste. Tout a quand même un rapport. Moi, je lis assez peu de livres de business aujourd'hui. Ça, c'est assez rare que je trouve vraiment des livres qui maintiennent un grand intérêt pour moi dans ce domaine et j'apprends plus en lisant dans des domaines connexes. En ce moment, je lis pas mal sur tout ce qui est le storytelling, le scénario, etc. Ça fait des années que je suis intéressé par ça, mais récemment, je suis reparti dans une plongée dans ce domaine, tu vois. Et c'est pas comme si j'allais écrire demain une série télé ou un film, euh, mais j'y vois pas mal de connexions. Puis bien sûr, après, je lis pas mal de tout ce qui est biographie, etc., qui, pareil, n'ont pas d'application directe, mais te font un peu marcher le cerveau. Et en fait, la manière dont je le vois, c'est essayer de comprendre les schémas, en fait, la manière dont les schémas se reproduisent et dont le monde fonctionne de manière générale. Et si tu lis que des livres de business qui donnent un peu toujours les mêmes conseils, bah, c'est compliqué de voir le schéma puisque tu vois qu'un seul domaine. Mais si tu lis aussi des livres sur le scénario, sur la psychologie, je sais pas, sur le mentalisme, sur l'histoire, des biographies, des romans, un peu n'importe quoi, tu commences à voir. J'ai lu récemment un bouquin sur l'architecture, tu vois, un truc auquel je connais absolument rien. Et un mec qui construit sa maison, voilà, il construit sa maison et t'explique les différents courants d'architecture. Je trouve ça génial, tu vois. Et je serais capable de te dire, ok, ouais, ça m'a aidé à faire une vidéo ou ça m'a aidé à faire une page de vente. Mais ça construit quelque chose, notamment si tu as assez de points de vue. C'est pour ça que je suis assez intéressé par ce qui intéresse les gens et ce que tu recommandes, même en dehors des livres de business. Alors ouais, pour le coup, moi, je suis fan de biographie aussi, c'est vraiment le truc que j'aime le plus lire j'allais dire par rapport au storytelling, tu l'as évoqué, je sais pas si tu je pense pas, mais si tu vas voir ma page à propos, elle est totalement inspirée de tes vidéos parce que sache que quand, j'étais enceinte et que j'allaitais, je regardais toutes tes Ouais. vidéos parce que j'étais bloquée sur le canapé et je fais partie des 12% de ton audience féminine, sur, ta chaîne YouTube. J'ai vu pratiquement toutes tes vidéos et ça m'a beaucoup inspiré, tous tes conseils en storytelling et ma page à propos, est l'une des pages qui a le plus faible, taux de rebond de tout mon site. Merci beaucoup. C'est quelle vidéo en particulier qui t'avait inspiré là-dessus? Celle sur Tim Ferriss? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, bah du coup, alors pour le coup, là, c'est un lien direct entre mon intérêt sur le scénario, notamment. Je pense qu'un bouquin comme Save the Cat serait assez applicable là-dessus. Et ouais, c'est un grand, grand intérêt pour moi. Et je suis content de savoir que ça t'a intéressé sur cet angle-là. C'est intéressant. Euh, Troisième et dernière question. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, c'est la citation de mon arrière-grand-mère, qui était, catalane et qui disait: «On a déjà le non, il nous manque plus que le oui». C'est-à-dire? C'est-à-dire que, beh, si tu fais rien, c'est sûr que si tu fais rien, bah, tu auras pas de résultat. C'est sûr que si tu fais rien, te ça va pas arriver. Par contre, si tu fais, bah, peut-être que tu auras le oui, donc ça va marcher, quoi. Mhm. Donc c'est l'esprit d'entreprise, on va dire. Ok. Et c'est un rapport avec la culture catalane, tu penses? Je Parce que je connais pas grand-chose à cette culture, mais je suis intéressé parce que tu l'as mentionné dans la définition de ta grand-mère.
Non, je pense pas que non, c'est que je l'ai traduit, enfin, c'est ma mère qui me l'a traduit. Moi, je parle pas catalan, mais Mmh. c'est ma mère qui le dit souvent en me disant qu'elle le disait en catalan, Mmh. mais je peux pas te le dire en catalan parce que je sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas, visiblement, c'est un proverbe catalan, c'est pour ça que je l'ai précisé. Cool. Pour terminer, Lucie, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les endroits où ils peuvent te retrouver et en apprendre plus sur ton travail? Alors, bah, j'ai mon blog formation-rédaction-web.com où, voilà, donc mon blog, j'ai ma chaîne YouTube, que j'essaie d'alimenter, au maximum, sauf qu'en ce moment, j'ai une petite baisse de régime, voilà, bah, j'ai dit pourquoi, mais ça va reprendre, le plus vite possible et puis après, j'ai la plateforme de mes rédacteurs. Si vous voulez engager des rédacteurs web, freelance SEO, c'est pareil, c'est un petit peu au ralenti parce que même si j'ai 221 élèves, il y en a pas beaucoup pour l'instant qui ont été évalués et qui sont sur la plateforme donc voilà, bon, ça ten finalement, vous avez la crème de la crème peut-être? En tout cas les plus motivés, il y a en ce moment et puis, bah, il y a mon nouveau blog, avec mon associé qui est celle qui ose au pluriel.com sur le web entrepreneuriat au féminin. Cool. Et bien tout ça, ça sera comme toujours dans la description de l'épisode et puis sur le site Marketing Mania si vous cherchez le nom de Lucie pour retrouver tous les liens en un endroit pratique. Merci Lucie d'être passée dans l'émission. Merci beaucoup à toi, de m'avoir invitée. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Tout au long de cette conversation, on a parlé de sujets comme comment est-ce que vous allez prospecter, comment est-ce que vous allez trouver de bons clients, comment est-ce que vous allez vendre efficacement vos services. Si vous êtes freelance, j'ai une formation pour vous, une formation gratuite de 7 jours en vidéo qui s'appelle Comment construire une carrière de freelance stable et rentable. Pour la recevoir, il suffit de vous rendre à l'adresse marketingmania.fr/freelance. C'est une formation qui distille toute la mentalité marketing mania, c'est-à-dire comprendre comment est-ce qu'un système fonctionne, à la fois sur la partie technique, mais aussi sur la partie psychologique et humaine, et comment est-ce que vous pouvez mettre en place des systèmes pour soutenir votre travail, pour vous donner les résultats que vous attendez, pour vous créer un flux de clients régulier, un flux de projets intéressants, pour gérer vos projets sans stress, pour développer votre réseau, même si vous êtes introverti. Et tout ça, ça fonctionne sur la base de systèmes qui sont répétables et qui vous permettent d'avoir des résultats réguliers sans avoir à vous demander comment est-ce que vous allez faire pour boucler vos fins de mois. Si ça vous intéresse, l'adresse c'est marketingmania.fr/freelance pour la formation vidéo gratuite de 7 jours. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de mon appel à l'action. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania. À bientôt.